Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série consacrée à l'air humide, au système de climatisation et de ventilation, et assez logiquement, on va s'intéresser dans un premier temps à ce qu'est l'humidité de l'air. Pour bien comprendre en quoi est-ce que les problématiques liées à la climatisation et à l'air humide sont importantes, on peut revenir à l'eau liquide. Alors l'eau liquide, c'est le composé chimique dont on pense aujourd'hui qu'il est indispensable à l'apparition et à l'existence de la vie. On explique ce fait par deux propriétés différentes de l'eau liquide. La première, c'est justement sa phase liquide, qui permet aux différents composés avec lesquels elle est mélangée de se rencontrer plus fréquemment et donc de donner naissance à potentiellement plus de réactions chimiques différentes. La deuxième propriété de l'eau qui est favorable à la vie est sa polarité. Ça correspond à une répartition inhomogène des charges électriques au sein de la molécule d'eau, et à l'échelle macroscopique, ça se traduit par, entre autres choses, un liquide toujours homogène qui ne subit pas de phénomène de démixtion, c'est-à-dire pas de création de phases hétérogènes comme ce qu'on pourrait voir par exemple dans de la mayonnaise ou de la vinaigrette. Alors pour rappel, l'eau liquide ne peut physiquement exister que dans certaines conditions de température et de pression. Donc pour la température, il faut que sa température soit inférieure à la température du point triple, qui dans le cas de l'eau est à 1 centième de degré au-dessus du zéro. Et pour la pression correspondante, c'est à peu près 600 pascal, donc ça correspond à 0,6% de la pression atmosphérique qu'on connaît nous sur Terre. L'autre limite est fixée par le point critique de l'eau, en l'occurrence qui est fixé à une pression de 220 bars et une température de 374 degrés C. Donc si on est en deçà du point triple ou au-delà du point critique, il est impossible de trouver de l'eau liquide. Alors si on élargit un petit peu le point de vue, on sait, en tout cas les astronomes savent qu'il y a de l'eau à peu près partout dans l'univers, et les quelques endroits où les conditions physiques, notamment de pression et de température, font que cette eau peut exister sous forme liquide, eh bien ces endroits-là sont appelés zones habitables. Alors il y a un exemple relativement récent et assez intéressant de tel coin, c'est le système TRAPPIST-1, donc c'est un système planétaire, donc qui est composé par 7 planètes qui tournent autour d'une étoile qui se situe à peu près 39 années-lumière de chez nous. Et dans ce système planétaire, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 7 planètes qui ont des tailles qui sont tout à fait comparables à celles de la Terre. Et surtout, il y a 3 planètes, donc ce que les trappistes notés TRAPPIST 1, E, F et G. Et ces 3 planètes-là se trouvent dans la zone habitable, c'est-à-dire que potentiellement, elles sont dans des conditions de pression et de température dans lesquelles on peut trouver de l'eau liquide. Donc ce qui explique que le système TRAPPIST 1 va très probablement faire l'objet de beaucoup d'études pour chercher de la vie dans les prochaines années. Alors si on revient à des choses un peu plus pratiques, l'eau est effectivement indispensable à l'apparition et à l'existence de la vie. En tout cas, elle est indispensable à notre vie et c'est la raison pour laquelle notre corps est majoritairement composé d'eau. Alors cette composition en eau, elle peut varier en fonction de l'âge, elle peut varier selon qu'on est un homme ou une femme. Elle varie aussi en fonction des organes concernés, c'est-à-dire que le cerveau par exemple est composé entre 80 et 85% d'eau, alors que si on s'intéresse aux dents, c'est parmi les parties les plus sèches du corps puisqu'elles ne contiennent que 8 à 10% d'eau. Dans tous les cas, on doit maintenir ce niveau d'eau à un niveau nominal. On sait que naturellement, on va perdre à peu près 3% de cette masse d'eau chaque jour, du fait de la respiration, du fait de la transpiration, du fait de tous les échanges qu'on a avec l'extérieur, et qu'il faut arriver en permanence à compenser cette perte pour justement éviter la déshydratation du corps. À partir de là, on peut imaginer que certains environnements extérieurs vont être plus ou moins favorables à cet échange d'eau. Donc si on se place par exemple dans le cas où on est dans un environnement qui est chaud et humide, alors je reviendrai juste après sur la définition rigoureuse de ce qu'est l'humidité. Si on se retrouve dans un endroit comme ça, on aura en règle générale beaucoup plus de difficultés à évacuer l'eau à l'extérieur, à évacuer la chaleur et à évacuer l'eau. C'est ce qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on va beaucoup transpirer. Maintenant, en dehors de ça, il n'y aura pas particulièrement de séquelles sur le corps humain à partir du moment où on évolue dans un cadre qui est un cadre un peu humide ou trop humide. Alors la situation opposée, qui correspond à un air qui est très sec, est au contraire assez dangereuse pour le corps humain. Il y a un exemple bien connu d'endroit dans le monde où l'humidité est très très basse, c'est le désert de l'Atacama qui se trouve dans le nord du Chili. Dans des endroits comme ça, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. La première chose, c'est qu'on a tendance à perdre très rapidement de l'eau, tout simplement au travers de la peau, par une évaporation directe, ce qui nécessite de boire assez régulièrement pour arriver à maintenir son contenu en eau, arriver à maintenir son hydratation. Le deuxième problème qui peut arriver, c'est que la sécheresse cutanée va en fait créer un manque de souplesse de la peau. La peau va se mettre à sécher, du coup elle va se mettre à craqueler, ce qui peut arriver à produire des saignements, ce qui est quand même généralement assez peu agréable.
Et puis le second phénomène dommageable pour le corps humain qui est lié au premier, c'est le fait que l'assèchement de la peau aura tendance à affaiblir la protection proposée par le film bactérien qui se trouve à la surface de la peau. Je pense que tout le monde sait qu'on a une très grande quantité de bactéries qui sont fixées à la surface de la peau. Ce qu'on sait moins, c'est que ces bactéries nous aident à combattre les agressions extérieures, par exemple les virus. Et le fait d'avoir un air qui est très sec a tendance à abaisser cette barrière-là et à rendre plus difficile le combat contre les maladies. A noter qu'il existe un autre endroit dans lequel l'humidité de l'air est maintenue à un niveau très bas, et ce de façon artificielle, c'est tout simplement l'intérieur des avions. Donc c'est pour des raisons techniques, et c'est pour ces raisons-là aussi qu'à l'intérieur des avions, il faut généralement éviter de porter des lentilles de contact parce que ça a tendance à assécher les yeux, mais aussi il faut éviter de boire de l'alcool parce que l'alcool a tendance à déshydrater le corps. J'espère que j'aurai un jour l'occasion de revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, et de manière très générale, quand on parlera de climatisation dans la suite, eh bien, on s'intéressera à des applications dans lesquelles on cherche à réguler à l'intérieur d'un volume donné, qui peut être un bâtiment, un véhicule, n'importe quel type d'espace. On cherchera donc à réguler à l'intérieur de ce volume une température et une humidité données. À noter que ce ne sont pas les seules utilisations d'un système de climatisation, puisque ça peut aussi servir à réguler par exemple la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'air ou la quantité de poussière. Si on veut revenir à quelque chose d'un peu plus fondamental, comment est-ce qu'on définit l'air humide? Eh bien, l'air humide est par définition le mélange de deux gaz, la vapeur d'eau et l'air sec, qui sont tous les deux supposés se comporter comme des gaz parfaits. Alors qu'est-ce qu'implique l'hypothèse du gaz parfait? Pour mémoire, cette hypothèse-là s'applique à des gaz qui sont suffisamment peu denses pour que leurs molécules n'interagissent que via des chocs mutuels et pas par des interactions à distance. Une conséquence directe intéressante de la définition précédente est qu'elle exclut de fait des phénomènes physiques assez courants comme le brouillard ou comme les nuages qui, comme vous le savez peut-être, sont composés de gouttelettes de liquide et pas du tout de gaz. La vapeur d'eau est comme n'importe quel autre gaz, elle est invisible à l'œil. Si vous pouvez voir ce type de phénomène, c'est qu'ils sont composés de gouttelettes. Et donc tous ces phénomènes-là qui impliquent des gouttelettes en suspension, des gouttelettes d'eau liquide, ne sont pas comprises dans l'air humide. Venons-en maintenant à l'air sec, dont nous savons qu'il est composé majoritairement d'azote à hauteur de presque 80%, puis d'oxygène à hauteur de presque 20%. Ce qu'on sait moins cependant, c'est que le troisième composant principal de l'air sec, c'est l'argon, et puis dans l'ordre viennent ensuite le fameux dioxyde de carbone, dont on connaît bien l'influence sur le réchauffement de l'atmosphère, et puis le néon, l'hélium, le monoxyde de carbone, le krypton, le méthane, l'hydrogène, le protoxyde d'azote, le xénon, et d'autres composés jusqu'à des concentrations extrêmement faibles pour le radon. Alors on pourra remarquer aussi la présence de tous ces gaz rares dans l'air sec qui en fait s'expliquent tout simplement par leurs couches électroniques qui sont par définition saturées, donc il n'y a pas de possibilité d'établir des liaisons covalentes avec d'autres composés chimiques et du coup ils n'ont pas d'autre choix que d'évoluer dans l'air sans pouvoir se combiner avec personne. Si on devait se représenter graphiquement la composition de cet air sec, eh bien on pourrait dessiner ça de cette manière, où on voit que c'est quand même très majoritairement composé par des molécules d'azote et puis par des molécules d'oxygène. En pratique, quand on fait des calculs de climatisation en règle générale, on considère qu'on a 79% d'azote et 21% d'oxygène en quantité molaire, et ça donne des résultats qui sont largement suffisants en termes de précision. Donc les composants supplémentaires de l'air ne sont en règle générale jamais pris en compte dans ces calculs-là, sauf exception, si dans le cadre de la climatisation on a besoin aussi de gérer le CO2, et bien là effectivement on va devoir prendre en compte cette concentration en CO2 parce que par exemple on veut arriver à la maintenir en dessous d'un niveau minimum. À partir de là, comment est-ce qu'on définit maintenant ce qu'est l'humidité? Eh bien, l'humidité, c'est tout simplement la grandeur physique qui permet de quantifier les proportions respectives d'air sec et de vapeur d'eau qui composent une certaine quantité d'air humide. Alors, l'humidité, ici, on l'écrit au singulier. En pratique, il va y avoir plusieurs humidités, c'est ce qu'on va voir par la suite, qui ne vont pas correspondre forcément aux mêmes utilisations pratiques dans le cadre d'études de systèmes de climatisation. La première idée qui peut venir à l'esprit quand on cherche à quantifier les proportions respectives d'air sec et de vapeur d'eau qui forment l'air humide, c'est de passer par des fractions massiques ou des fractions molaires, exactement comme ce qu'on vient de faire pour la définition de l'air sec lui-même. Cependant, cette façon de mesurer l'humidité n'est pas la bonne d'un point de vue de l'ingénierie, d'un point de vue du dimensionnement et de l'étude des systèmes de climatisation. Il existe une humidité beaucoup plus pratique pour ça qu'on appelle l'humidité spécifique.
L'humidité spécifique, c'est défini comme le rapport de la masse de vapeur d'eau à la masse d'air sec. Donc on pourrait traduire ça en français comme étant la proportion de vapeur d'eau par rapport à la proportion de l'air sec qui l'accompagne pour former l'air humide. On note généralement l'humidité spécifique avec un oméga, avec un R. Alors R, c'est plutôt pour les ouvrages français. Dans les ouvrages américains, comme par exemple ceux qui sont publiés par l'American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, donc ce qu'on appelle l'ASHRAE, qui est une association professionnelle qui a un poids énorme dans la définition des standards mondiaux dans ce domaine. Ils utilisent le grand W pour désigner cette humidité spécifique qu'ils appellent généralement Humidity Ratio. Alors évidemment, ça pose problème en thermodynamique parce que le W est utilisé pour autre chose, en l'occurrence pour le travail, et c'est pour cette raison-là qu'en règle générale, moi, à titre personnel, je note cette humidité spécifique par un oméga. Cette humidité spécifique peut être exprimée soit sans dimension, soit en grammes par kilogramme d'air sec. Alors pour bien comprendre en quoi est-ce qu'elle peut être utile dans la pratique des systèmes de ventilation et de climatisation, on peut considérer un processus sur lequel on va revenir souvent par la suite qui sert à humidifier ou à déshumidifier un air. Donc ça veut dire augmenter ou abaisser son humidité. Et si on applique tout simplement un bilan des masses d'eau qui sont échangées par ce type de procédé, on voit qu'on arrive à relier très facilement le débit d'eau qu'il est nécessaire d'injecter ou de retirer de cet air au débit d'air sec qui traverse le système et qui nous servira par la suite de référence, le terme de proportionnalité manquant étant tout simplement la différence entre les humidités spécifiques en entrée et en sortie. Nous aurons très souvent l'occasion de réutiliser cette relation par la suite. Il existe une autre humidité qu'on utilise parfois dans certaines applications qui est appelée humidité absolue. Alors cette humidité absolue, on devrait plutôt strictement l'appeler une masse volumique d'eau puisqu'elle correspond tout simplement à la quantité d'eau qui est contenue dans un volume donné d'air humide. Donc elle est notée généralement ρV et on l'exprime tout simplement comme le rapport de l'humidité spécifique au volume spécifique. Donc le volume spécifique, c'est comme pour n'importe quel gaz, c'est l'inverse de la masse volumique, ça s'exprime en mètres cubes ici par kilogramme d'air sec, et vous pouvez voir dans la relation qui nous permet de calculer ce volume spécifique une formule qu'on a déjà vue de nombreuses fois quand on a manipulé des gaz parfaits. La particularité de l'air humide par rapport à d'autres mélanges gazeux comme par exemple l'air sec, c'est qu'un de ses composants est une vapeur. Alors je rappelle ce que j'avais déjà rapidement expliqué au début de cette présentation avec le diagramme de phase. On parle de vapeur à partir du moment où le composé chimique se situe dans un état de température qui est compris entre sa température triple et sa température critique. Donc pour l'eau, très clairement, la vapeur d'eau est une vapeur, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible physiquement d'arriver à la condenser, d'arriver à la liquéfier en jouant uniquement sur la valeur de sa pression. C'est la définition d'une vapeur et c'est ce qui fait la distinction. Par exemple avec un gaz, si je reviens sur le cas de l'azote qui est le composant principal de l'air, l'azote est un gaz, donc des fois on parle de gaz permanent pour bien marquer la distinction, parce que vous aurez beau augmenter autant que vous voulez la pression de l'azote, vous n'arriverez jamais à le liquéfier à une température ambiante, tout simplement parce que la température ambiante est supérieure à la température critique de l'azote. Donc dans ce cas-là, quand on revient sur le cas de l'air humide, eh bien on a tout à fait la possibilité de voir un des deux composants de l'air humide, donc la vapeur d'eau, exister à la fois sous forme de liquide et sous forme de vapeur, c'est-à-dire qu'elle est dans un état dit de saturation. Si je reviens un tout petit peu en arrière et que je considère sur ce schéma le cas de l'eau seule, donc vous imaginez un volume à l'intérieur duquel vous avez uniquement de l'eau, à la fois sous forme de vapeur et sous forme de liquide, eh bien je sais dans ce cas-là que la pression à l'intérieur de ce volume et la température sont reliées de manière univoque par une relation qui est la courbe de saturation. C'est-à-dire que dans tous les cas, à partir du moment où on a une coexistence entre une certaine phase liquide et une certaine phase vapeur, eh bien la pression à l'intérieur est forcément la pression qui correspond à la pression de saturation. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si à la place d'avoir de la vapeur d'eau pure, j'ai de l'air? Eh bien je vais tout simplement me retrouver dans une situation dans laquelle la pression qui correspond à la pression maximale d'existence de la vapeur d'eau, donc la pression de saturation, ne sera plus égale à la pression totale, mais uniquement à la pression partielle de vapeur d'eau dans le volume de gaz. Donc la pression partielle, je rappelle rapidement, c'est ce qui correspond à la loi de Dalton, c'est une manière d'exprimer la concentration dans un mélange gazeux. On peut soit l'exprimer en fraction molaire, soit l'exprimer en pression partielle, ce qui correspond rigoureusement à la même chose. Pour arriver à mieux se représenter géométriquement de quoi on parle, eh bien on peut tout à fait imaginer qu'on a cette fois-ci
Donc on reprend la coexistence entre une phase liquide et une phase vapeur. Et bien à quoi est-ce que ça correspondrait? Tout simplement à une phase vapeur qui se retrouve confinée dans une fraction seulement du volume et à une phase gaz sec qui se retrouve confinée dans l'autre fraction qui compose le volume. Et du coup, la coexistence de phase entre le liquide et la vapeur ne se ferait qu'au travers d'un volume en quelque sorte diminué. Et effectivement, du point de vue formel, eh bien, on se retrouve à avoir une pression totale du gaz à l'intérieur de la partie gazeuse de l'enceinte qui est égale à la somme de la pression partielle d'air sec et de la pression partielle de vapeur d'eau qu'on peut représenter géométriquement sous cette forme-là. Conséquence directe de ça, lorsque dans le langage courant on dit que l'air est saturé, c'est un abus de langage, ça n'a rien à voir avec l'air, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec n'importe quel type de gaz qui pourrait être mélangé à la vapeur d'eau, c'est l'eau toute seule qui est saturée parce que sa pression partielle atteint la valeur maximale accessible qui est la pression de saturation. Mais si vous remplacez l'air sec par n'importe quel gaz, comme par exemple de l'hydrogène ou de l'hélium, eh bien vous atteindrez exactement le même état de saturation, c'est-à-dire la même coexistence entre la phase vapeur et la phase liquide, à partir du moment où la pression partielle de vapeur atteint la valeur maximale qui correspond à la pression de saturation. Comment est-ce que je peux calculer cette pression de saturation ou cette pression de vapeur saturante? Il existe beaucoup de corrélations de nature empirique qui peuvent servir à ça. Il y en a une qu'on utilise très souvent dans le domaine de la ventilation, notamment en France, c'est la corrélation qui est de Kadierg. Donc Kadierg était un ingénieur qui avait proposé la formulation que vous voyez ici, qui pour ceux qui s'en souviennent un peu ressemble très fortement à la corrélation d'Antoine. Donc la corrélation d'Antoine, c'était une corrélation qui servait à calculer la pression de saturation pour une vapeur pure. Et bien là, ça n'est pas la vapeur pure, c'est bien la vapeur d'eau dans l'air. C'est une corrélation qui fonctionne très bien entre 1 et 100 degrés, donc ça correspond aux utilisations, à la gamme de température qu'on a pour les systèmes de climatisation. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez facile à programmer, ne serait-ce que dans un tableur pour obtenir la valeur de la pression de saturation. Donc vous avez en bas de ce transparent les coefficients empiriques à remplacer pour obtenir la bonne valeur de la pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air. À partir de cette limite maximum de la quantité de vapeur qu'il est possible de contenir mélangée avec une quantité d'air sec, on peut définir la dernière humidité qu'on verra aujourd'hui, qui est l'humidité relative. Alors cette humidité relative, du coup, elle est définie comme la pression partielle de vapeur qui existe réellement dans l'air humide à la pression maximale de vapeur qui correspond, comme on vient de le voir, à la pression de vapeur saturante de l'eau. Donc cette humidité relative, qu'on appelait avant degré de saturation, ce qui me semblait être une expression beaucoup plus claire, on l'appelle aussi parfois hygrométrie, elle s'exprime du coup entre 0 et 1, on parle plutôt en pourcentage, et du coup elle évolue entre 0 pour un air qui est parfaitement sec et 100%, donc 1 pour un air qui est à saturation. Donc je rappelle, ce n'est pas l'air qui est à saturation, c'est la vapeur d'eau qui est mélangée avec l'air sec. Petit rappel au passage sur les phénomènes de saturation. Une substance est dans son état de saturation si elle est présente à la fois sous forme de liquide et sous forme de vapeur. Et elle est à l'équilibre à partir du moment où ces quantités de liquide et de vapeur sont invariantes. Donc ça, encore une fois, ça n'est qu'une constatation à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, on sait que les échanges sont permanents, qu'il y a en permanence un débit évaporé et un débit condensé. Et la situation qui correspond à la saturation correspond à une égalité entre ces deux débits. Par contre, par extension, à partir du moment où la pression partielle de vapeur dans la phase gazeuse est inférieure à la pression de saturation, il va forcément y avoir un phénomène d'évaporation jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Cette situation où l'humidité relative est inférieure à 100% correspond à un débit évaporé qui est supérieur au débit condensé et donc qui peut correspondre à terme à un séchage, c'est-à-dire à une évaporation complète de la phase liquide, à condition évidemment que la phase gazeuse laisse suffisamment de place à la vapeur d'eau pour cela. Petit complément rapide sur ces phénomènes d'évaporation, on peut montrer que ce débit évaporé est en pratique proportionnel à la surface d'échange, c'est-à-dire en gros pour nous à la surface de la surface libre en fait entre le liquide et la vapeur, et à une différence qui correspond à la différence de pression partielle de vapeur entre
l'extérieur, et puis ce qui correspond à la phase liquide. Donc si c'est une phase liquide, alors le terme qui est noté A ici, qui s'appelle l'activité, est égal à 1, donc c'est ce qui correspond par exemple à ce qui se passe dans une piscine ou tout simplement dans une bassine d'eau. Si par contre on considère le cas d'un séchage, du séchage d'un matériau, par exemple un tissu qui va contenir une certaine quantité d'eau, donc qui sera initialement hydraté, à ce moment-là, cette activité-là est inférieure à 1. Ça traduit la plus grande difficulté qu'on a à évacuer l'eau d'un matériau que de sa phase liquide pure. Si on doit résumer rapidement ce que l'on doit retenir de ce premier cours consacré à l'air humide et à l'humidité, c'est qu'on définit l'air humide comme étant le mélange de l'air sec et de la vapeur d'eau qui se comportent tous les deux comme des gaz parfaits. Que le concept d'humidité traduit en fait les proportions respectives d'air sec et de vapeur d'eau qui composent l'air humide et qu'il existe plusieurs manières d'exprimer cette humidité. Que la vraie humidité, qui est celle qui est utilisée dans l'analyse et l'étude et la conception des systèmes de ventilation, c'est l'humidité spécifique, qui est définie comme la masse de vapeur d'eau à la masse d'air sec avec laquelle elle est mélangée. Que l'humidité relative devrait plutôt s'appeler degré de saturation parce qu'elle correspond plutôt à une échelle qui va de 0 pour un air parfaitement sec à 1 pour un état de saturation de cet air. Et enfin que les phénomènes d'évaporation se font généralement dans le sens des pressions partielles de vapeur décroissantes. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.